Alors, on passe au deuxième chapitre donc, de la leçon Introduction à la thermodynamique. Après avoir parlé donc, de pression dans les fluides, on va avoir besoin d'un autre paramètre pour caractériser un système thermodynamique, c'est celui de température. Alors, c'est un concept assez abstrait, somme toute. Comment définir une bonne température, hein, qu'est-ce que c'est qu'une température? Ce n'est pas une question qui peut recevoir une réponse simple. Hein, et puis distinguer donc température et transfert thermique, ou transfert de chaleur ou chaleur reçue. Alors, on va lire ensemble ce que j'ai écrit. Alors, on va définir encore ce qu'on appelle le système thermodynamique à l'équilibre. On en a un petit peu parlé avant, on va le redonner. Donc, ce qu'on appelle un système thermodynamique fermé. Hein, c'est un ensemble donné d'atomes, de molécules ou d'ions en nombre macroscopique, délimité par une surface. Alors, j'ai marqué que l'on peut tracer à l'échelle macroscopique. Hein, donc, alors, exemple, hein, dans le cylindre d'un moteur, vous avez l'ancien cylindre plus piston, vous avez un mélange air plus carburant. Voilà, voilà, les molécules de ce mélange constituent un système thermodynamique. D'accord. Vous pouvez considérer l'air qui est dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, si elle est bien fermée, cette pièce, c'est un système thermodynamique. Ce qui en revanche pas un système thermodynamique, c'est si je prends par exemple l'air de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou le mélange air plus carburant et je considère uniquement les molécules de O2, hein, uniquement les molécules de dioxygène. Voilà, alors ça, on ne considérera pas que c'est un système thermodynamique parce que un système comme ça, là, je ne peux pas le délimiter en traçant des plans, des choses comme ça à l'échelle macroscopique, hein, puisque j'isole chaque molécule de dioxygène. Voilà. Et ça, et donc, si on considère ce type de système, on ne peut pas lui appliquer les postulats thermodynamiques. Hein, donc, il faut vraiment considérer des systèmes qui soient voilà, macroscopiquement en un seul morceau. Voilà. Un système thermodynamique est dit fermé, car il n'échange pas de matière avec l'extérieur. Hein. En thermodynamique physique, donc, on n'envisage que des systèmes en plus donc, de composition fixe, c'est-à-dire qui ne sont pas le siège de réaction chimique. Donc, on n'aura que des systèmes fermés. Hein. Système, donc ensemble donné d'atomes, de molécules ou d'ions. Voilà, et pas d'échange à l'extérieur, pas de réaction chimique. Hein. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'en pratique, on doit toujours clairement définir le système thermodynamique auquel on va appliquer une loi de thermodynamique. Il faut être très clair. On pourra même être amené à considérer dans une même expérience plusieurs systèmes thermodynamiques et appliquer à chacun de ces systèmes une loi de la thermo. Hein, de manière à déduire ce qu'on nous demande, c'est ce qui est souvent l'état final en fait de l'ensemble du système. Hein. Voilà, donc ça c'est essentiel. Hein. Un système thermodynamique donc, est dit à l'équilibre thermodynamique s'il ne subit plus d'évolution macroscopique. Donc j'ai aucune variable qui n'évolue. Hein, voilà. Par contre, évidemment, microscopiquement, les molécules s'agitent, mais à l'échelle macroscopique, je n'ai plus d'évolution. Alors, température, bon, comment définir qu'est-ce que la température? Alors, on va considérer un système thermodynamique fermé, contenu dans une enceinte, en général c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, pour les besoins de la cause, si vous prenez un thermomètre à mercure, hein, un truc comme ça, là, voilà. Donc ici, j'ai le niveau de mercure, hein, le niveau de liquide ici, voilà, toc, voilà. Donc, ce qui fait que, voilà. Là, je mesure donc le volume de mercure avec les graduations, hein, plus ou moins. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Bon, alors pourquoi ça peut constituer un thermomètre? Pour l'instant, ce n'est pas notre problème. Hein, on verra pourquoi. Mais quand vous regardez un thermomètre à mercure, en fait, vous lisez le volume. Hein, avant tout. D'accord. Alors, je peux aussi considérer, voilà, une enceinte avec un gaz ici, de volume fixe, fixe cette fois-ci. Et puis j'ai un capteur de pression, j'en ai pas trop parlé, des capteurs de pression et des capteurs électriques, hein, des systèmes dont la résistance en fait dépend de la pression, hein, qui vont se déformer en fait sous l'effet de la pression et dont la résistance va ensuite changer. Voilà. Donc avec ce capteur ici, hein, voilà, ici je mets alors il faut mettre un ohmmètre. Voilà, je peux mesurer à ce moment-là, si j'ai un capteur, je peux mesurer la pression de ce gaz. Dans une enceinte. Bon, à l'extérieur, c'est l'atmosphère, hein, dans les deux cas. Donc ici, ce que je vais mesurer, c'est P. Voilà, c'est P qui est mesuré. Je vais mettre ici. Voilà, la pression qui est mesurée. Pression mesurée.
suis pas obligé de mesurer. Pour l'instant, voilà. Hein. De toute façon, je peux mesurer la température, je sais pas ce que c'est. D'accord. Par contre, sur un système, qu'est-ce qu'on peut en mesurer? On sait mesurer sa pression si son volume est fixe, hein, ou mesurer son volume. Voilà, comme ici. Bon, ce qu'il y a au-dessus, ici, on va dire a priori que c'est du vide. Hein. Voilà, et là, donc, c'est du mercure. On a les deux systèmes que je peux considérer. Bon, alors, pour considérer une transformation, on va dire, souvent ces trucs-là, on les prend à une température qui ne va être pas la température habituelle. Hein. Donc, c'est ce que je mets. Voilà, on chauffe le système, bon, à travers l'enceinte qu'il contient, pendant un certain temps. Voilà. Ensuite, j'arrête ce chauffage, hein, et je laisse à nouveau ce système évoluer au cours du temps, en mesurant une grandeur macroscopique de ce système. Je ne peux pas mesurer sa température, je répète, je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Tout ce que je peux dire, c'est que tant que cette grandeur varie, donc volume dans ce cas-là, ou pression dans l'autre cas, le système n'est pas à l'équilibre thermodynamique. En particulier, il n'est pas à l'équilibre thermodynamique avec l'atmosphère. On voit bien qu'ici, forcément, si ça c'est une température plus élevée que l'atmosphère, bon, il va se passer des choses avec l'atmosphère. Voilà, lorsque la grandeur en question ne varie plus, je vais dire qu'il y a équilibre thermique entre le système et l'atmosphère. D'accord? Donc ici, on va dire que l'atmosphère, on va le marquer, parce que je n'ai pas écrit, l'atmosphère. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est que la température, mais je peux simplement dire que quand cette grandeur VOP ne varie plus, je vais considérer que j'ai équilibre thermique entre le système et l'atmosphère. Et à ce moment-là, par définition de la température, je vais dire que le système ici et l'atmosphère sont à la même température. Voilà, donc lorsque deux systèmes sont comme ça, donc, à l'équilibre thermique, on va poser en postule qu'ils sont forcément à la même température. Alors, il y a une première chose, premier postulat. Exemple paradoxaux que je vous demande d'écrire. Alors, je me plais toujours à citer la chose suivante. Hein. Si vous prenez le tapis de la salle de bain et le carrelage de la salle de bain, ces deux systèmes, ils sont en contact l'un avec l'autre, voilà, éventuellement avec l'air de la salle de bain. Ils sont là depuis très longtemps, hein, donc ils sont à l'équilibre thermique. Donc, ils sont à la même température. Hein, contrairement à l'expérience quotidienne, ces deux systèmes sont à la même température. D'accord? La température ressentie, on n'est pas la même, ça pour des raisons que voilà, vous pouvez essayer de comprendre. Hein, voilà, mais voilà, ces deux systèmes sont à la même température. Hein, ce qui évidemment, physiologiquement, ils n'apparaissent pas comme étant à la température, ce qui évidemment, voilà, ça a toujours été un truc qui a un petit peu embêté les gens pour définir une température. Parce que, voilà. Alors, donc pour nous, voilà, ils sont bien à la même température. Voilà, donc ça c'était donc 2.2. Alors maintenant, si je passe au paragraphe 2.3, alors on va préciser un petit peu les choses. Enceinte athermale ou diathermale. Alors je reprends les expériences de ces qui étaient ici, mais avant de laisser refroidir les systèmes, je vais les placer, alors avec l'enceinte qui déjà les contient, je vais les placer dans une deuxième enceinte. Alors comment on va la constituer cette deuxième enceinte? En fait, on va la métalliser intérieurement, voilà, et on va faire le vide. Hein. Donc ici, j'ai une deuxième enceinte, d'accord? Voilà, on va mettre cette deuxième enceinte comme ça, voilà. Donc elle est métallisée intérieurement, on verra pourquoi. Et ici, alors c'est là que j'avais marqué qu'il y avait des lumières. Voilà. D'accord? Et ici, à l'intérieur, donc toute cette zone qui est là, hein, on fait le vide. Voilà. Donc on retire l'air avec une pompe. Voilà. Alors ce qu'on fait ici, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un vase de De Waal. Donc c'est le meilleur isolant en fait qu'on connaît. Du fait qu'il y a le vide ici, bon, le mouvement des molécules ne peut pas se transmettre de proche en proche, hein, quelque part. Et le fait qu'il y ait ici, pourquoi c'est métallisé? Parce que ça renvoie les émissions infrarouges qui pourraient être émises par l'objet qui est dedans. Ça les renvoie partiellement. Voilà. Ce qui fait que c'est quand même pas non plus un isolant parfait. Enfin, c'est un des meilleurs isolants, hein, qu'on connaît. On s'en sert pour conserver de l'azote liquide dans les labos. Hein. Voilà, donc conserver de l'azote liquide pendant une semaine dans un vase de voir, alors que le vase est lui-même ensuite placé dans l'atmosphère à 20 degrés. Voilà, c'est très efficace. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais observer si je fais ça?
je vais observer que la grandeur macroscopique que je me suis donnée dans chaque cas, donc le volume dans le premier cas, la pression dans l'autre cas, varie très lentement. Donc toujours après avoir fait chauffer le système, donc sur plusieurs jours, hein, la variation globale pour revenir, donc, elle va varier pendant plusieurs jours avant de se stabiliser. Voilà. De sorte que sur quelques heures, je peux considérer que ce volume, cette pression ne varie pas. D'accord ? Voilà. Alors, les enceintes qui laissent quasi constante cette grandeur macroscopique mesurée, je vais les caractériser comme étant des enceintes de type vase de Wahr, c'est-à-dire des enceintes isolantes qu'on appelle des enceintes Atherman. D'accord ? Voilà. D'accord ? Alors évidemment, je peux me dire, il y a un transfert de chaleur, là plutôt il y a absence de transfert de chaleur, mais comme je ne sais pas encore ce que c'est que la chaleur, si vous voulez, voilà, tout ce que je peux caractériser, c'est de me dire que si cette grandeur, qui n'est pas la température, c'est le volume ou la pression, varie pas ou presque pas, on peut considérer à ce moment-là que ces enceintes vérifient des propriétés particulières qu'on va appeler enceintes Atherman, qu'elles peuvent bloquer l'évolution de cette grandeur mesurée. Voilà, c'est comme ça que je peux les caractériser. Il n'y a que ça que je peux mesurer, le volume ou la pression. D'accord ? Les autres enceintes, donc si j'ai une enceinte je mets une enceinte ici, mais cette enceinte rouge, si elle n'a pas ses propriétés, si elle laisse le système revenir très vite à l'équilibre avec l'atmosphère, si je ne mets pas d'enceinte du tout, je considère simplement l'enceinte qui est là, ça je dis que c'est une enceinte métallique, ça c'est simplement du verre. Bon, à ce moment-là, ces enceintes-là, on les qualifie d'enceintes diathermales. Donc sous-entendu, dia ça veut dire à travers, et sous-entendu que voilà, ces enceintes diathermales, elles laissent passer quelque chose, alors que les enceintes Atherman ne laissent rien passer. C'est un peu ça l'idée. Voilà, donc j'ai déjà une caractérisation de ce que c'est qu'une enceinte Atherman et une enceinte diathermale, et ça va être important pour la suite, pour pouvoir définir des choses. J'ai besoin de savoir si l'enceinte que j'utilise, elle vérifie cette propriété ou pas. Et pour vérifier ça, voilà, le protocole expérimental, je vous l'explique ici. Alors, je regarde s'il me reste encore un peu de temps. Voilà. Alors, on va maintenant parler de transfert thermique. Alors, l'équilibre thermique dont on a parlé tout à l'heure, donc quand je n'avais pas ces enceintes, c'est-à-dire l'égalité des températures entre deux systèmes, on postule que ça résulte d'un transfert thermique, transfert de chaleur entre ces deux systèmes, donc lorsqu'ils sont séparés par une enceinte diathermale. Simplement l'enceinte qui est là représentée en bleu. Voilà. Ou par aucune enceinte, s'ils ne peuvent pas se mélanger. Si je prends le tapis et le carrelage, de ceux-là ne peuvent pas se mélanger. Voilà. Et forcément, s'ils sont à la même température, c'est qu'a priori, ça résulte d'un échange de chaleur entre les deux. Je ne sais pas si le tapis, vous le mettez sur la fenêtre un jour où il fait moins 5 degrés, que vous le reposez à l'intérieur, il va remonter en température en puisant la chaleur dans l'air ou dans le carrelage. Alors, donc l'équilibre thermique, c'est-à-dire l'égalité de température entre deux systèmes, résulte d'un transfert thermique, transfert de chaleur entre ces deux systèmes, lorsqu'ils sont séparés par une enceinte diathermale ou pas d'enceinte du tout. Donc une enceinte athermale, on va postuler qu'elle empêche quasiment les transferts thermiques. Elle empêche les transferts de chaleur. D'accord ? Donc pour l'instant, je ne sais pas trop ce que c'est que le transfert de chaleur, mais ce que je vais postuler, c'est que cette enceinte athermale que j'ai pu caractériser, d'accord, par un protocole expérimental dont je viens de vous parler, ces enceintes-là, elles empêchent le transfert thermique. Donc je sais quand est-ce que j'ai un transfert thermique et je sais quand est-ce que je n'en ai pas. D'accord, donc ce qui me permettra ensuite de définir ce transfert thermique de manière quantitative. Voilà. D'accord, donc une paroi athermale, je répète, empêche les transferts thermiques, idéalement. Une paroi, de ce fait, donc une paroi athermale sépare les systèmes qui ne sont pas à l'équilibre thermique, et donc a priori, qui ne sont pas à la même température, qui peuvent être à une température différente. Donc une enceinte athermale, voilà, sépare deux systèmes qui ne sont pas à l'équilibre thermique, puisque voilà, ce sont les transferts thermiques qui vont amener à l'égalité des températures. Si on suit ce qu'on a dit, voilà. C'est l'échange de chaleur qui amène à l'égalité des températures, qui amène à l'équilibre thermique. Donc si je bloque l'échange de chaleur, a priori, j'autorise les deux systèmes, de part et d'autre, de cette enceinte athermale, à ne pas avoir la même température. Alors, distinction entre transfert thermique et température.
Hein. Alors, deux petites expériences. Hein. On peut faire varier la température d'un système sans lui apporter de chaleur. Hein. Alors, comment faire varier la température d'un système sans lui apporter de chaleur? L'expérience très simple que je demande à tout le monde chaque année, hein, il suffit de se frotter les mains très fort, d'accord? Voilà. Alors vous sentez que la température de vos mains augmente, d'accord? Et vous n'avez apporté aucune chaleur. Hein. Vous n'avez pas chauffé vos mains, d'accord? Voilà. Donc je peux augmenter la température d'un système, d'accord, sans lui apporter de chaleur. Voilà. Et puis quelque chose que vous avez vu aussi, on peut apporter de la chaleur à certains systèmes sans faire varier leur température. Donc ça, vous avez vu ça au collège. Hein. Quand vous prenez des systèmes diphasiques, mélange eau plus glace par exemple, hein, vous chauffez le système avec le système électrique, etc., assez lentement. Hein. Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que c'est que la température, mais on peut plonger, on va dire, un thermomètre. Ce qu'on a dit, c'est que ce thermomètre et l'eau sont en équilibre thermique, d'accord, donc ils sont de la même température. Et en gros, si donc le volume du thermomètre ne varie pas, j'en conclus que la température que je n'ai pas encore définie du thermomètre, donc du système eau plus glace, ne varie pas non plus. D'accord? C'est bien ce que vous allez mesurer. Hein. Vous mesurez que tant qu'il y a un mélange eau plus glace, la température reste constante au cours du temps. D'accord? Et qu'ensuite, une fois que tout est transformé en eau, à ce moment-là, la température va augmenter au fur et à mesure qu'on la chauffe. D'accord? Mais voilà. Donc ces systèmes sont très importants pour définir ce qu'on appelle les étalons de température. Le paragraphe, donc ça c'était le 2.4. Le paragraphe 2.5, je l'ai traité, je l'ai finalement mis dans le grand 1. Parce que c'était. Voilà. On avait donc quelque chose sur l'analogie pression-équilibre mécanique, donc j'ai finalement traité ça dans le grand 1. Donc on saute ce paragraphe 2.5. Voilà. Alors, pour cette mesure de température, on voit que finalement la température, on l'a de manière plus ou moins directe. Dans des systèmes. Alors on sait que deux systèmes à l'équilibre thermique ont la même température. Voilà, c'est pour ça qu'on peut faire des thermomètres. Quand vous plongez un thermomètre à mercure dans quelque chose, ça veut dire qu'il y a un échange de chaleur qui se fait. Finalement, les deux systèmes vont avoir la même température. Et donc à ce moment-là, voilà, ce volume ici va représenter la température à la fois du thermomètre et du système dont vous mesurez la température. Et ça va encore vraiment défini. Alors, pour faire cette mesure de température, on va arriver à ce qu'on appelle la température absolue. Alors, on va définir d'abord petit a les étalons de température. Donc, ces étalons de température sont des systèmes diphasiques qui constituent des étalons de température car leur température est invariante sous des conditions extérieures constantes. Confère donc si vous chauffez, si votre étalon de température se trouve à échanger de la chaleur, même si vous ne voulez pas qu'il en échange, mais il y a toujours des échanges. Lui va rester toujours à la même température. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces étalons de température. Donc, si on prend le mélange en eau plus glace sous pression 1 atmosphère, donc 1 atmosphère c'est la pression moyenne de l'atmosphère, donc c'est 101 324 pascal, on définit ça comme étant de 0 degrés Celsius. Et si vous prenez le mélange eau plus vapeur à pression 1 atmosphère, c'est par définition 100 degrés Celsius. Alors une fois qu'on a ces définitions, on peut faire ce qu'on appelle, et ce qu'on a fait historiquement, des échelles thermométriques empiriques. Ces échelles sont donc fondées sur une grandeur thermométrique arbitraire. Qu'est-ce qu'on appelle grandeur thermométrique? Ici, ce serait le volume, et là, ce serait la pression. Voilà. Donc, grandeur mesurée donc, sur les exemples de paragraphe 2. Et alors, on peut utiliser par exemple l'échelle Celsius historique basée sur le volume de mercure. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous regardez, vous plongez votre thermomètre dans un étalon de température à 0 degré, vous regardez quel est le volume, vous notez le niveau du volume, d'accord? Vous plongez votre thermomètre dans un étalon de température à 100 degrés, le volume varie, vous notez le niveau du volume, et puis ensuite vous faites une loi, vous postulez une loi affine, si vous voulez, entre le volume et la température. Ça revient à graduer linéairement le tube ici, avec 100 graduations entre le 0 et le 100. Voilà. Et vous définissez ainsi la température 1, 2, 3, 4, 5 degrés. Voilà. C'est évident que ça, c'est assez arbitraire, ça. Que si on prend par exemple un autre corps que le mercure, on n'est pas sûr d'aboutir par exemple à la même définition du 50 degrés. Si on prend le glucose, si on prend. Voilà.
Donc et là pareil, hein, on peut faire ici pareil, hein, plonger le système dans un étalon de température à 0 degré, à 100 degrés, on regarde comment varie la pression, et puis on postule une loi affine hein, entre la pression et la température, mais là aussi c'est arbitraire. Donc, comme ce n'était pas très satisfaisant, on a essayé de définir ce qu'on appelle une température absolue. Alors ça s'est fait un petit peu en 2 temps. Hein. La définition n'est pas votre programme, malheureusement, mais on ne va pas chercher plus royaliste que le roi, donc je ne vais pas. Voilà, je pourrais vous donner des indications de comment les définir, mais j'ai peur que ça soulève plus de questions que ça n'en résolve. Alors, voilà. On va dire qu'il existe une échelle de température qui ne repose pas sur une grandeur thermométrique arbitraire, hein. C'est la température absolue dont l'unité est le Kelvin. Alors, il faut quand même dire que voilà, la définition, quand même, la première définition de cette température absolue, elle repose sur les propriétés des gaz. En fait, sous très basse pression, on s'aperçoit en fait que tous les gaz à très basse pression ont les mêmes propriétés. Voilà. C'est ce qui permet en fait de définir une échelle plus ou moins absolue, parce qu'elle dépend quand même des propriétés des gaz, mais pas d'un gaz particulier. Voilà. Dans cette unité de température, donc, on peut la définir à une constante arbitraire près. On voit, on a en fait fixé la différente température entre les deux étalons ci-dessus, hein, donc le 0 degré C et le 100 degré C, on l'a fixé à 100 Kelvin. Voilà. De sorte qu'on va aboutir aux mesures suivantes. Le mélange eau plus glace sous pression 5324 Pascal, c'est 273,15 Kelvin, et le mélange eau plus vapeur, à pression d'une atmosphère, c'est 373,15 Kelvin. Voilà, donc ça a été fixé. Et donc l'échelle Celsius actuelle, l'échelle Celsius légale, hein, donc c'est la température en degrés Celsius, c'est la température en Kelvin moins 273,15, de sorte que voilà, ces deux échelles, enfin, l'échelle Celsius légale et l'échelle Celsius historique, coïncident à 0 degré et à 100 degrés. Voilà pour ce paragraphe, donc grand 2.